Je m'appelle Jean-Louis Hermine, je suis un des membres fondateurs de la société KIP, The Knowledge Improvement Project, et son directeur scientifique. Notre métier, c'est de valoriser le capital de connaissances d'une entreprise, à savoir l'identifier stratégiquement, le capitaliser, le faire partager et le faire évoluer. C'est un sujet tout à fait brûlant et je vais vous donner un exemple sur lequel on travaille au niveau international et au niveau national, qui est le domaine nucléaire. Alors, le domaine nucléaire, actuellement, est en pleine expansion, en tout cas dans le monde, puisqu'on prévoit à peu près 300 centrales dans les 10 prochaines années. Et là, les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, sont confrontés à un vrai problème, à savoir que les connaissances qui ont été accumulées ces dernières 50 années sur ce domaine-là, eh bien, sont en train de se déliter et voire de se perdre à cause du vieillissement des populations, du départ des experts, à cause de ce manque de recrutement qu'il y a eu ces 20 dernières années et qu'il faut absolument rattraper. Donc il y a un grand cri d'alarme qui a été poussé par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'organisme de l'ONU qui s'occupe de ces questions, à tel point qu'il y a une dizaine d'années, il a lancé un vaste programme pour inciter les nations à faire de la gestion des connaissances, parce qu'il estime, à juste titre, que si on perd des connaissances, si on ne les renouvelle pas suffisamment rapidement, on ne saura plus à la fois construire de nouvelles centrales, innover, mais on ne saura plus non plus les maintenir, et il y aura un problème sur la sécurité. Alors le problème est tellement aigu qu'on travaille actuellement, et j'y travaille avec eux, à intégrer le knowledge management dans les traités internationaux sur la sûreté nucléaire. Bien sûr qu'elle se préoccupe de connaissances et parfois de manière assez urgente. Alors je vais encore vous donner un exemple qu'on a traité dans une grande multinationale de l'agroalimentaire. Cette multinationale donc fermait un laboratoire dans un pays parce que, pour des raisons stratégiques et de coût bien sûr, elle regroupait toutes ses activités dans ce domaine-là dans un autre pays. Et 6 mois avant la fermeture de cette entité, il s'apercevait que tous les experts, dans un centre de recherche, c'est quand même important, tous les experts partaient, refusaient, ou du moins n'allaient pas dans ce nouveau laboratoire, mais allaient soit même à la concurrence, soit dans d'autres services. Et donc, ils se disaient, oui, on va monter un nouveau laboratoire, mais on a perdu toutes les connaissances. Donc, ils ont fait appel à nous, vraiment en urgence, pour capitaliser ces connaissances et les transférer au nouveau laboratoire. Alors l'expérience a été extrêmement concluante, à tel point que c'est remonté jusqu'à la direction générale aux États-Unis, et que ces méthodes-là, ils les ont maintenant établies en standard au niveau corporate dans leur entreprise. Alors je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il y a toujours un domaine d'application. Alors ça peut être technique, ça peut être financier, ça peut être de la médecine, ça peut être du consulting, enfin, etc. Donc il y a toujours une base technique, mais il ne faut pas croire qu'on ne fait que écrire de la connaissance technique, bien au contraire. Hein. Je vous donne encore un autre exemple. Dans une entreprise pharmaceutique, une des grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, on a travaillé sur des processus très techniques de fabrication de médicaments. Et finalement, ce n'est pas la technique, ça, ils l'ont écrit dans leur processus, dans leur assurance qualité, dans l'industrie pharmaceutique, ils sont obligés. Donc, ce qu'ils n'avaient pas écrit, et ce qui était difficile pour eux à gérer, c'est tous les savoir-faire qui dépassaient la technique. Les savoir-être, les comportements, les intuitions, on va dire, qui font que, finalement, en dehors du processus complètement technique, il y a tout un savoir qui est très valorisant pour eux. Voler les connaissances, oui, quand on fait de la gestion des connaissances, oui, alors ça c'est la question qu'on nous pose systématiquement. Alors pour la résumer, elle repose sur une idée qui est « knowledge is power », c'est-à-dire la connaissance c'est le pouvoir. Si je donne ma connaissance, je n'ai plus de pouvoir. Alors ça c'est complètement faux. C'est vrai pour l'information. C'est-à-dire si j'ai des informations importantes, si je les garde, effectivement je peux garder du pouvoir.
pour la connaissance, si je garde ma connaissance, si je ne la partage pas, si je ne la donne pas, eh bien, je meurs. Enfin, je veux dire, je n'ai plus de rôle dans l'entreprise et au bout d'un certain temps, ben, je n'existe plus. Donc, en fait, il faut inciter les gens à partager la connaissance en leur disant « Non, non, on ne vous vole pas votre connaissance, bien au contraire. » Plus on partage cette connaissance, plus elle est augmentée. Et par exemple, dans notre pratique quotidienne, la première réflexion qu'on a avec les gens avec qui on pratique la gestion des connaissances, c'est un étonnement et beaucoup de contentement parce qu'ils disent c'est quand même la première fois qu'on vient de nous parler de notre métier, de notre connaissance et qu'on nous demande d'en parler, de la capitaliser, de la partager. Et en général, les gens sont à la fois étonnés et très contents qu'on s'intéresse à eux. Alors, la première chose, c'est de s'apercevoir que l'économie a changé, qu'on est dans l'économie de la connaissance, et que l'entreprise détient un patrimoine de connaissances qui a une très très grande valeur. Alors ça, j'espère que maintenant ils en sont convaincus. C'est vrai qu'il y a 20 ans, ils ne l'étaient pas. Ensuite, une fois qu'on a cette conscience-là, eh bien, la première chose à faire, c'est identifier ce portefeuille de connaissances. On ne peut pas gérer de la connaissance si on n'a pas identifié son portefeuille. Donc identifier ce portefeuille de connaissances et identifier lesquelles sont stratégiques et critiques pour ces processus. Alors une fois qu'on a une bonne vision du portefeuille de connaissances, la deuxième chose à faire, c'est le mettre dans ce qu'on appelle, nous, un référentiel de connaissances. Alors c'est toutes les connaissances qui sont utiles pour le fonctionnement optimal de l'entreprise. Alors les connaissances explicites, les documents, les procédures, les livres de connaissances, mais aussi les réseaux dans lesquels les réseaux d'échange, les communautés, etc., etc. Une fois qu'on a ça, qu'on l'a bien identifié, il y a toute une entreprise, bien sûr, pour inciter les gens à partager, mettre des dispositifs de partage, faire de la mobilisation. Et c'était vraiment le partage de la connaissance, c'est un vrai facteur de mobilisation sociale au sein de l'entreprise. Et donc, c'est une troisième phase qui est systématique et vraiment importante dans l'entreprise. Et enfin, pour boucler le cycle, toutes ces choses-là, c'est fait pourquoi? Bien sûr pour faire fonctionner l'entreprise, mais aussi pour créer de nouvelles connaissances. Donc organiser la création de nouvelles connaissances, parce qu'on est dans l'innovation constante, et donc cette innovation se pilote, et je pense, nous pensons en tout cas, que la gestion des connaissances est un pilote extrêmement important pour l'innovation continue dans l'entreprise.